Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue d'actualité crypto de la semaine. Donc aujourd'hui, on va parler d'adoption, on va parler de politique, on va parler de paiement et oui, encore une fois de paiement. Donc vous savez que c'est mon sujet favori. Donc je vous ai encore déniché des pépites d'informations sur les paiements en crypto. Donc c'est parti. Voilà, c'est parti. Donc on démarre par Apple qui approuve la première application, le premier jeu iOS euh, qui inclut des paiements en Bitcoin. Donc, on va dire le cheval de Troie est introduit. Donc, je pense que ça sera pas la dernière. Donc, petit à petit, comme ça, les applications qui intègrent des transactions directement en Lightning vont, je pense, être acceptées, que ce soit sur Android ou iOS. Donc, en parlant de paiement, la semaine dernière, je vous avais partagé l'information comme quoi Rumble acceptait que les créateurs de contenu puissent recevoir directement leurs tips sur Lightning. Bon, on va voir comment ça va avancer, mais je pense que d'autres plateformes, j'espère, comme Patreon, feront la même chose. Donc, petit à petit, comme ça, les grandes plateformes vont commencer, elles aussi, à intégrer l'acceptation des paiements en Bitcoin. Et comme on peut le lire ici, ça se fait via Lightning Network, qui est la solution la plus adaptée pour ce type de transaction. Donc, en parlant d'adoption, eh bien, dans le journal du Coin indiquait que la crypto-monnaie connaît une explosion au Venezuela du fait de l'inflation et de la chute du bolivar. Donc ça, on ne cesse de le répéter, que ce soit moi ou d'autres personnes dans la communauté Bitcoin et crypto au sens large, qu'il y a certains pays où les crypto-monnaies, c'est pas un gadget, c'est pas un outil spéculatif, c'est une réserve de valeur vraiment parce que leur économie, en tout cas leur monnaie, subit l'hyperinflation, se dévalue avec le temps. Donc il y a des pays où vraiment Bitcoin, c'est la bouée de sauvetage, c'est même le seul espoir pour ces populations pour garder leurs économies. Et, et les stablecoins dollars jouent aussi le même rôle en fait dans certains pays, étant donné que le dollar est plus fort que leur monnaie, donc ça leur permet d'accéder facilement au dollar via les stablecoins dollars et donc de se protéger ainsi contre l'inflation. Donc c'est normal que dans un pays comme le Venezuela, on a une explosion de l'adoption des crypto-monnaies. Donc on va un peu parcourir l'article. Donc les crypto-monnaies ne sont pas un simple moyen de spéculation, comme je vous le disais, elles sont devenues un outil essentiel pour se protéger de la dévaluation rapide du bolivar. Face à une inflation galopante, les habitants se tournent massivement vers des actifs numériques tels que le Bitcoin ou les stablecoins pour préserver leur pouvoir d'achat. Donc c'est vrai que nous, en France, on a la chance d'avoir l'euro qui reste quand même, comparativement à d'autres monnaies, une monnaie forte. Donc on ne sent pas en fait cette inflation de façon aussi brutale que certains peuvent le ressentir dans les pays d'Amérique latine. Euh, mais elle existe très bel et bien cette inflation. Il faut s'en protéger parce que sur le temps long, c'est un piège parce que imaginez vous investissez, vous gardez du cash pour payer des études ou pour des projets long terme, eh bien ce cash il se fait bouffer tous les jours sans que vous vous en rendiez compte. Donc même si on n'est pas dans une monnaie comme le bolivar, eh bien ça reste quand même très important de conserver son pouvoir d'achat via des actifs qui eux prennent de la valeur au fur et à mesure du temps et donc de se protéger contre l'inflation qui peut être destructrice. Pardon. Voilà, donc ici, on disait que les crypto-monnaies deviennent dans le quotidien des Vénézuéliens dans un contexte où le bolivar a perdu 70% de sa valeur depuis octobre dernier, donc c'est quand même énorme. Les crypto-monnaies s'imposent comme une alternative viable. Donc, selon le rapport Chain Analysis, le Venezuela euh, se classe au rang du 13e rang mondial dans l'adoption des crypto-monnaies avec une augmentation de 110% de leur utilisation en 2024. Tu m'étonnes, un pays où ils perdent 70% de la valeur de la monnaie, eh bien, des alternatives comme Bitcoin. En tout cas, eux là-bas, on n'a pas besoin de leur expliquer à quoi sert Bitcoin. Voilà. Donc, la volatilité de leur monnaie, en tout cas, elle est beaucoup plus importante que celle de Bitcoin. Et en parlant de la volatilité de Bitcoin, en tout cas, Bitwise a publié un rapport donc qui indique que
la volatilité de Bitcoin tend à se réduire au fur et à mesure de son adoption. Donc, plus il y a de personnes qui utilisent Bitcoin dans les transactions comme réserve de valeur, etc., la volatilité diminue. Pourtant, ce mythe de la volatilité, c'est quelque chose qui reste assez ancré, quelque chose qui revient toujours à chaque fois qu'on parle de Bitcoin, comme l'un des poncifs en fait qui fait peur aux gens. Le côté, c'est utilisé par les criminels, c'est volatile, on n'a pas confiance, etc. Donc, alors que dans les faits, la volatilité, c'est juste un fantasme parce que elle tend à se réduire. Et aujourd'hui, on n'est plus en fait à l'époque où Bitcoin pouvait perdre 50% en une journée, faire des gros gaps comme ça en daily. Mais aujourd'hui, en fait, on a une volatilité qui commence à se rapprocher de celle des grosses, on va dire, actions tech américaines, des actions du Nasdaq, par exemple. Donc, on a un actif qui est de plus en plus robuste et qui, on va dire, montre sa capacité à être une réserve de valeur. Et dans ce rapport de Bitwise, ils ont aussi, donc ça c'est Glassnode qui a fait ce rapport, qui indiquait également que on a tendance à avoir de moins en moins de chances de perdre son argent lorsqu'on garde Bitcoin sur le long terme. Et ça se voit même sans aller sur ce rapport, lorsqu'on regarde la courbe du cours du Bitcoin face au dollar, par exemple, on voit que en le gardant sur le temps long, eh bien Bitcoin a été tout simplement l'actif le plus performant en fait de ces 10 dernières années. Donc comment lire ce rapport? Ça veut dire que si vous achetez du Bitcoin pour un jour et aujourd'hui et que vous voulez le revendre demain, eh bien vous avez 46% de chances de perdre votre argent. Si vous voulez le garder pour une semaine, vous avez 44% de perte de l'argent, donc de le vendre en moins-value. Quand on le garde un mois, on passe à 42, un quarter, donc c'est-à-dire un trimestre, on passe à 36%, un an, on passe à 23%. Donc on voit que ça baisse drastiquement, plus on élargit notre horizon de temps. Et là, ça chute de façon drastique, en passant quasiment à zéro, lorsqu'on garde en fait ces bitcoins pour une durée qui dépasse les 3 ans. Sans donner de conseils en investissement, en tout cas, c'est pas ce que je fais sur cette chaîne. Bitcoin, c'est pas un actif qui s'achète pour le revendre le lendemain. En tout cas, quand on veut l'utiliser comme réserve de valeur, ça se garde au moins 3 ans. En tout cas, si on en croit ce rapport, cours en tout cas de Bitcoin le montre aussi. Et lorsqu'on le garde sur une dizaine d'années, donc les personnes qui ont acheté du Bitcoin il y a 10 ans, aujourd'hui, ces personnes-là, elles sont soit millionnaires, soit milliardaires, tout simplement, en tout cas en dollars, parce que l'actif a tout simplement battu tout ce qui pouvait exister en fait sur Terre. Donc là, le secret vraiment pour en tirer de la valeur, c'est de le garder sur le long terme. Et ça, c'est aussi valable pour les entreprises. Une entreprise qui a mis un excédent de trésorerie en Bitcoin en 2020, aujourd'hui en 2025, elle est capable de faire des investissements dans son entreprise, de faire croître en fait sa boîte, étant donné qu'elle a misé sur un actif qui a bonifié cette trésorerie. Donc, c'est plus intéressant de le faire comme ça plutôt que de le garder en dollars ou en euros. Donc, en parlant d'entreprise, eh bien, il y a une grosse panne. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Donc, une panne géante qui a touché des milliers de clients du Crédit Mutuel. C'est ici, en tout cas, pas mal de banques qui ont été touchées. Et les paiements par carte et tous les retraits étaient impossibles pendant un week-end de retour en vacances avec la rentrée en fait qui est le lendemain. Donc, je vous laisse imaginer comment ça a dû être. Je profite en tout cas de cette nouvelle pour rappeler que Bitcoin, c'est aussi un rail de paiement. Donc, j'arrête pas de le répéter sur cette chaîne en tout cas. C'est un rail de paiement qui est très, très efficace. Et lui, il a un uptime, c'est-à-dire le temps dans lequel il est resté actif sans panne, qui se rapproche des 100%. Donc, on est à 99,99%. Et c'est assez impressionnant. Sans panne, sans hack, Bitcoin continue à tourner. Donc, pour une entreprise qui accepte justement les paiements en carte bancaire, Bitcoin pourrait être un plan B, donc un plan de secours au cas où en fait les gens ils peuvent pas vous payer en carte bleue parce qu'il y a une panne, parce qu'il y a une maintenance ou que vos virements ils peuvent pas passer pour X ou Y raison. Même si vous ne croyez pas euh, au côté Bitcoin est là pour fixer et réparer la monnaie, vous pouvez le voir justement comme un outil technologique que vous pouvez utiliser comme un plan B pour vous aider à réaliser vos opérations bancaires, vos transferts d'argent, euh, quand le système traditionnel ne fonctionne pas.
Donc pour moi, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, en tout cas s'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent, eh bien Bitcoin, il faut le voir aussi comme ça. C'est une façon de se couvrir du risque que peut représenter le fait on va dire, d'être dépendant d'un système bancaire qui, comme on peut le voir ici, n'est pas infaillible et peut avoir des pannes des fois. Donc Bitcoin, à ce moment-là, peut être une issue de secours, que ça soit pour les paiements, mais également pour les transferts. Donc si vous voulez faire des virements à un fournisseur, et le plus intéressant, c'est que ça coûte moins cher. Donc, y pensez-y. En tout cas, dans le domaine du paiement, ça avance. Donc, il y a Finastra, qui est un fournisseur de logiciels de services financiers, qui a annoncé mercredi une collaboration stratégique avec Circle. Donc, Circle, c'est l'émetteur du stablecoin USDC, donc crypto-monnaie adossée au dollar. Euh, donc, crypto-monnaie adossée au dollar qui permet de faire des échanges de dollars sur la blockchain directement. Donc, qui est beaucoup utilisé dans le domaine du paiement. Donc Finastra va intégrer les règlements en USDC dans les flux des paiements transfrontaliers. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure pour Bitcoin, mais c'est aussi valable pour les stablecoins. Pour effectuer des paiements transfrontaliers, pour effectuer des paiements tout court, ces deux outils-là sont aujourd'hui indispensables pour une entreprise qui, si notamment cette entreprise-là a une dimension internationale, que ce soit des touristes qui viennent ou des échanges avec des partenaires commerciaux qui sont à l'étranger, étudier les stablecoins, étudier Bitcoin dans le cadre de ces transactions-là, pour moi, c'est devenu indispensable. Donc, on disait que Finistra va intégrer les règlements en USDC dans les flux transfrontaliers pour les banques du monde entier. Voilà. Donc, on voit que ça avance, en tout cas niveau paiement. Donc, Jérémy Allaire, cofondateur et président PDG de Circle, a déclaré la portée et l'expertise de Finastra dans l'alimentation des infrastructures de paiement pour les principales banques mondiales en font un choix naturel pour étendre davantage le règlement en USDC pour les flux transfrontaliers. Donc, Finastra sert environ 8000 clients dans le monde, dont 45 des 50 plus grandes banques mondiales dans 130 pays. Donc là, on parle vraiment d'une nouvelle qui est assez explosive pour l'utilisation, en tout cas, des crypto-monnaies dans le milieu du paiement. Donc, Circle, l'émetteur de stablecoin, donc USDC et ERC, à l'intermédiaire de ses filiales réglementées. Donc, ça veut dire que les banques aussi, donc, on parle des entreprises qui peuvent utiliser Bitcoin ou les stablecoins en moyen de paiement, eh bien, les banques aussi, ce qu'on voit, l'utilisent aussi comme un rail, parce que pourquoi elles se priveraient d'une technologie qui est moins chère, qui est robuste, qui est fiable, qui a prouvé sa valeur, eh bien les banques, elles aussi, elles vont profiter de cette, on va dire de cette révolution technologique, bien évidemment en se basant sur des acteurs du domaine de la crypto qui ont montré leur valeur, comme Circle. Donc le milieu bancaire, en tout cas, comme je vous disais, évolue. Il voit bien que Bitcoin, c'est pas juste un outil spéculatif, c'est une technologie aussi à l'identique en fait des stablecoins qui peut être utilisé pour améliorer leur service, mais également comme réserve de valeur. En tout cas, dans le cas de Bitcoin. Donc là, BTC Stratégie listait quelques grands pontes, en tout cas de ce monde, qui ont changé d'avis. Jérôme Powell, le président de la Fed, donc la Federal Reserve, qui disait que Bitcoin est hautement volatile et qui ne peut pas être utilisé comme réserve de valeur. Il le disait en 2021. Aujourd'hui, il a dit en 2024, mais en tout cas aujourd'hui, il indique que c'est comme l'or virtuel, et que c'est un vrai compétiteur à l'or. Donald Trump, qui disait qu'il n'était pas un grand fan en fait de Bitcoin et des autres crypto-monnaies qui sont pas de l'argent, donc aujourd'hui, il indiquait que Together we will make America's undisputed Bitcoin superpower. Donc ça, on l'a bien compris. Hein. Donald Trump, peut-être pour des raisons idéologiques, mais surtout, je pense, financières, a vu que Bitcoin était un outil duquel les États-Unis devaient faire leur affaire pour au moins, en tout cas, en avoir le plus possible dans leurs réserves. Larry Fink, le CEO de BlackRock, qui disait que le Bitcoin est l'index en fait du blanchiment d'argent. Il le disait en 2017. Aujourd'hui, il dit que son opinion était fausse et que il croit que Bitcoin est légitime et bien sûr, évidemment, il a lancé des ETF qui sont très performants aujourd'hui sur le Bitcoin.
Jamie Dimon, donc lui aussi qui disait que c'était pour la fraude. Il disait que ils vont s'adapter parce que c'est comme Internet, tout simplement. Donc aujourd'hui, il y avait des gens qui étaient contre Internet au début, qui disaient jamais mon business va passer sur Internet. Moi, je suis une entreprise sérieuse, je vais pas aller me mettre sur Facebook, etc. Aujourd'hui, tout le business se passe sur Internet. Une entreprise dans le monde, quelle que soit son activité, eh bien, utilise Internet et ça sera la même chose pour le Bitcoin dans quelques années parce que tout le monde va commencer à comprendre que c'est avant tout une technologie très puissante. C'est une révolution monétaire qui est indéniable et que même si on ne l'aime pas, il faut s'en accommoder, il faut l'apprendre, il faut l'étudier et à minima avoir une stratégie d'entreprise qui le pense. C'est comme l'intelligence artificielle. On peut pas se dire moi je suis une entreprise, je me détourne de l'intelligence artificielle, eh bien vous allez rester sur le carreau parce que ça fait partie des révolutions qui vont transformer la productivité humaine et donc si vous ne vous y mettez pas, eh bien vous devenez moins compétitif tout simplement. Mark Cuban qui disait que les bananes sont plus intéressantes que Bitcoin en 2019, eh bien voilà, il dit que ça a plus de valeur en tout cas que l'or. Et Michael Saylor, bien évidemment, qui est devenu le plus grand défenseur de Bitcoin, il disait aussi que les jours du Bitcoin sont comptés. Il disait ça en 2013 et aujourd'hui en 2025, sa société est l'une des sociétés au monde qui détient le plus de Bitcoin. Il y a aussi un grand nom de la finance, Ray Dalio, qui déclare que la crypto est désormais une monnaie alternative dont l'offre est limitée. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, si l'offre de dollars augmente et ou la demande diminue, cela rendrait probablement la crypto-monnaie une alternative attrayante. Sachant que Ray Dalio, il a un portefeuille qui s'appelle le portefeuille Allwether qui indique voilà comment constituer son portefeuille, que ça soit boursier, immobilier, obligataire, etc. afin de traverser toutes les saisons, même les saisons où on va dire ça se passe mal en bourse, où ça se passe bien en bourse, ça se passe un peu moins bien pour l'obligataire, etc. Donc aujourd'hui, en fait, il a fait une mise à jour de ce portefeuille où il est passé en fait de, je crois, 2% de Bitcoin à 7% de Bitcoin dans le portefeuille. Bon, je vais vérifier les chiffres, mais je crois que c'est à peu près ça. En tout cas, il a augmenté la proportion de Bitcoin qu'il doit avoir dans un portefeuille all-weather pour qu'il puisse traverser toutes les tempêtes. Donc, on voit quand même que les personnes dont on parle ici, c'est pas n'importe qui. Ce sont des personnes en fait qui sont très bien placées dans le domaine de la finance au sens large. Ray Dalio, c'est quelqu'un qui est très respecté aussi dans ce domaine et on voit que ces personnes changent d'avis sur Bitcoin et aujourd'hui proposent en tout cas, que Bitcoin soit intégré dans les portefeuilles. Autre nouvelle assez très très intéressante, j'aurais dû même commencer par ça, c'est Alexandre Stachenko, qui est VP chez Paymium, qui est le premier exchange crypto Bitcoin en France, qui a annoncé sa candidature, donc aux côtés de Aurore Concalves, qui s'était déjà présentée il y a quelques mois de ça dans la circonscription de l'Isère. Donc aujourd'hui, Alexandre Sachenko, c'est quelqu'un qui est très reconnu dans le milieu du Bitcoin. Il est président également de l'INBI. Il a fondé l'entreprise Blockchain Partner, qui a été ensuite racheté par KPMG. Donc c'est quelqu'un qui est très influent en tout cas dans le domaine de Bitcoin et surtout quelqu'un qui est très au fait et connaisseur des questions notamment d'énergie autour du Bitcoin. Et aujourd'hui, il se présente pour porter en fait les couleurs orange, les couleurs du Bitcoin dans la sphère politique. Donc c'est pas le premier on va dire à porter le sujet dans le sujet du Bitcoin dans le domaine politique en France. J'ai déjà partagé cette nouvelle sur cette chaîne. Il y avait eu des députés qui ont proposé un amendement pour que le minage de Bitcoin soit fait avec les excédents d'énergie nucléaire, mais en tout cas, c'est la première fois en tout cas que quelqu'un d'assez connu dans le domaine des bitcoiners poste sa candidature. Après, bien évidemment, Aurore. Donc, les deux se présentent aujourd'hui dans le 2e arrondissement. Donc, on voit que le sujet de Bitcoin, il s'invite dans la politique. Et à mon avis, en 2027, ce sujet-là va vraiment en fait être au cœur des débats, comme ça l'a été aux États-Unis l'année dernière. Et je pense qu'on aura de plus en plus comme ça des personnes du domaine de la crypto-monnaie qui vont aussi se présenter
aux élections, que ce soit législatives, que ce soit municipales, justement pour porter la voix du Bitcoin en France et faire en sorte que l'adoption avance. Mais pas que, parce que Bitcoin, effectivement, on peut dire c'est juste Bitcoin, mais c'est également tout un ensemble parce que ça concerne la dette, ça concerne l'utilisation de nos excédents d'électricité, ça concerne aussi les politiques économiques. Donc vraiment le sujet de Bitcoin, on peut dire c'est juste Bitcoin, une application qui permet de transférer de l'argent ou un actif numérique, mais ça va vraiment bien au-delà, bien au-delà. Alexandre a également écrit deux bouquins, donc dont un avec en collaboration avec Claire Balva. Donc Bitcoin et crypto-monnaie facile, comprendre les monnaies numériques et leurs enjeux économiques et politiques. En tout cas, ce bouquin, moi je vous le conseille. Je l'ai lu, et en tout cas au début, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là. Donc c'est un livre qui est facile à comprendre, accessible en tout cas en termes de compréhension. Donc c'est vraiment un livre qui est idéal pour commencer à s'intéresser à ces sujets-là. Il a également écrit un deuxième bouquin que je suis en train de lire. Je vais peut-être en faire une critique sur cette chaîne une fois que je l'aurai terminé, ou même inviter Alexandre pour qu'il puisse en parler dans le podcast. Donc, il s'appelle Bitcoin, le choc géopolitique. Eh bien, c'est un bouquin, pour l'instant, j'en suis à la moitié, mais vraiment, on comprend pourquoi Bitcoin, c'est pas juste un objet de spéculation, c'est aussi quelque chose qui va devenir un enjeu pour les pays dans les années à venir, parce que il y a un choc des monnaies qui est en cours. On est vraiment arrivé à des niveaux de dette qui sont assez incroyables. Donc, les monnaies telles qu'on les connaît, le système monétaire tel qu'on le connaît, il arrive en bout de souffle et Bitcoin apparaît comme une solution, une alternative dont tous les pays vont vouloir se saisir parce que c'est quelque chose de neutre, quelque chose de pratique. Donc, l'or est neutre, mais et en tout cas, dans son utilisation, il est neutre et universel. Et le deuxième actif qui a la même tendance, c'est Bitcoin, sauf que Bitcoin a en plus cette praticité de être adapté au monde digital, au monde numérique. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui se digitalise. Vous avez dû le constater. Et donc, Bitcoin a toute sa place pour être la monnaie du futur. Et donc, tous les pays vont vouloir s'en saisir. C'est pour ça qu'on constate une adoption en fait qui est de plus en plus galopante. Donc, je vous invite aussi pour compléter ce sujet et terminer cette vidéo, à aller voir l'intervention que Alexandre a fait sur BFM Crypto hier, je crois. Donc, il a parlé de sujets qui sont très intéressants, la monnaie, les libertés, l'énergie. Donc, c'est là-dessus, en fait, qu'il axe son programme. Donc, il s'agit pas juste de Bitcoin, entre guillemets, mais il s'agit d'un objet qui touche notre quotidien tous les jours. Il s'agit de la monnaie, nos libertés fondamentales, donc très important, et également les questions énergétiques, parce que c'est l'énergie qui sous-tend le développement économique et qui sous-tend aussi en fait tout ce que nous faisons au quotidien. Donc c'est important, c'est trois sujets qui sont très très importants, et donc c'est ces sujets-là que Alexandre va porter dans sa campagne. Voilà, c'est terminé, et puis je vous dis à la semaine prochaine.